déstabilisation. Franchement, je ne pense pas qu'il savait au premier jour, il y a 2 semaines de cette guerre, où il en serait 3 jours, 5 jours, 4 jours après. Je ne pense pas qu'il pensait que cette guerre continuerait jusqu'à aujourd'hui. Alors que les Iraniens, eux, s'attendaient à une guerre, voulaient une guerre de longue durée, justement pour faire en sorte que les États-Unis et l'économie mondiale en payent le prix et qu'ils ne soient pas les seules victimes de cette guerre. Et vraiment, donc, là, on est dans un monde totalement unique, une situation unique. Et il va falloir mettre la pression à la fois sur le président Trump et sur les dirigeants iraniens pour que ça s'arrête avant que le coup ne soit beaucoup plus grave. Ça fait 2 semaines qu'il dit que l'Iran veut capituler. Il y a une guerre qui se déroule sur le terrain, il y a une guerre qui se déroule dans sa tête, et cette guerre n'est pas pareille. Et dans son esprit, il ne comprend pas, et ça fait longtemps que ses conseillers le disent publiquement, il ne comprend pas pourquoi l'Iran ne capitule pas devant une telle force armée. On voit maintenant peut-être des forces terrestres, donc, mais il est divorcé des réalités, certainement de la psychologie iranienne, ça c'est certain. Trump affirme que l'Iran est totalement vaincu, que l'Iran veut un accord et va même jusqu'à demander aux gardiens de la révolution de déposer les armes. Pourtant, il y a peu, 2 à 3 jours, il assurait exactement l'inverse. Il ne voulait aucun accord, aucune négociation, et faisait même la promesse d'en finir avec ce gouvernement, ainsi qu'avec les gardiens de la révolution. Face à une telle succession de contradictions, on peut légitimement se demander si Trump réalise que ces dérapages, ces contradictions, ont plutôt tourné à son désavantage politique et médiatique. Au même moment, le porte-parole du ministère iranien de la Défense tient un discours totalement opposé. Selon lui, l'Iran ne cherche aucun accord avec les États-Unis et affirme, au contraire, que l'armée va intensifier les opérations en utilisant des armements améliorés et plus sophistiqués. Autrement dit, pendant que Trump parle de victoire imaginaire, d'accord et de reddition, Téhéran annonce l'escalade et la poursuite de la guerre. À travers cette guerre, Téhéran a montré au monde que Washington n'est pas en mesure d'assurer pleinement la protection de ses alliés et ne vaut absolument rien. Plusieurs bases américaines ont été lourdement endommagées. Plusieurs radars neutralisés. Des avions US se sont écrasés dans des circonstances floues. Des drones ont été abattus. Pénurie d'intercepteurs. Des pertes sont évoquées sans que des bilans précis ne soient rendus publics. Le contrôle total du détroit d'Ormuz reste toujours hors de portée. On écoute. Social. Il appelle les autres pays, de nombreux pays, ceux affectés par la tentative de fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, à envoyer des navires de guerre conjointement avec les États-Unis d'Amérique afin de maintenir le détroit ouvert. Il cite notamment la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni. Moi, c'est le début de votre phrase qui m'intéresse. Donald Trump appelle. Il n'a appelé personne jusqu'à présent. Il a méprisé la plupart de ses alliés. Il ne les a même pas informés de cette opération militaire. Il nous a expliqué en long, en large et en travers que les Américains seuls pouvaient mener cette opération. A fortiori, Américains et Israéliens, ils allaient en faire une affaire de quelques jours et que ça allait être réglé. On voit bien un Trump qui commence à prendre la mesure de l'ampleur de l'impact de ce qu'il a créé en déclenchant ce conflit. Et vous avez un Trump qui, en quelque sorte, appelle non pas à la rescousse, mais à l'internationalisation de ce conflit, parce que seul, il n'arrive pas à jouer sur tous les leviers. Et il pense, en impliquant tout le monde, que ça va faire baisser la pression et sans doute permettre de trouver un accord et d'en sortir, parce que c'est son obsession. Comment on en sort? Donald Trump affirme avoir détruit 100% des capacités militaires de l'Iran, soutenant que Téhéran n'est plus capable que d'envoyer 1 ou 2 drones maximum, ou de lancer quelques missiles à courte portée, pas plus. Si l'Iran est vraiment réduit à néant militairement, plus de missiles, plus de Air Force, les radars sont KO, les usines de missiles et de drones sont rasées. Les États-Unis ont gagné la guerre. Il ne reste plus rien. Alors pourquoi faudrait-il une coalition internationale de warships pour sécuriser un détroit face à 1 ou 2 drones comme il annonce? Pourquoi vouloir poursuivre la guerre et conclure son texte par « D'une manière ou d'une autre, nous aurons bientôt le détroit d'Ormuz ouvert ». Parlons du détroit. L'Iran a-t-il bloqué le détroit d'Ormuz? Non. Des centaines de mines ont-elles été jetées dans le détroit? Non. L'Iran a simplement précisé que le détroit reste ouvert, mais qu'il est interdit aux pétroliers et navires des ennemis de l'Iran et de leurs alliés de forcer le passage, et quiconque le fera verra son navire détruit. C'est le message iranien. Autrement dit, l'Iran a fixé ses conditions. Tout pays jugeant qu'il vaut mieux négocier le fera, et c'est exactement ce que font plusieurs pays européens. Ils négocient, parce que Donald Trump a perdu le contrôle.
Et aujourd'hui, il leur demande de déployer des navires de guerre alors qu'il sait très bien que les États-Unis ont très peu à perdre. Les autres ont beaucoup à perdre et les Européens savent que sécuriser le détroit implique des défis opérationnels et des risques économiques. La Russie gagne désormais 588 millions de dollars chaque jour, soit 1 milliard chaque 2 jours, grâce aux revenus quotidiens provenant des ventes de pétrole pendant la guerre en Iran. Et ça, c'est selon le CREA. Cela représente une hausse moyenne de 14% par rapport à février 2026. L'avantage de la Russie pourrait également s'étendre au-delà du pétrole brut. L'euro pourrait augmenter ses importations de GNL russe car il n'existe actuellement aucune sanction européenne sur ces expéditions, du moins, jusqu'à ce que l'élimination progressive prévue par l'Union européenne entre en vigueur en 2027. Imaginez les revenus que la Russie pourrait engranger si la guerre se prolonge encore 3 à 6 mois. On parle de l'Ukraine. La Russie occupe environ 20% du territoire ukrainien. Certains trolls propagandistes jubilent en affirmant que Moscou serait faible. Mais la Russie contrôle plus de 40% des ressources minérales de l'Ukraine. Plus de 40% des gisements d'un pays. Certains analystes parlent même de 56%. La Russie à elle seule récupère environ 15% de la population de l'Ukraine. 15%. La Russie dispose aujourd'hui d'un corridor territorial continu reliant la Crimée, l'est de Kherson, Zaporozhye et le Donbass. Il n'a jamais voulu envahir toute l'Ukraine, ça ne lui sert à rien. Pourquoi chercher à occuper l'ensemble d'un pays lorsque les zones stratégiques et les principales ressources sont déjà sous contrôle russe? Les régions du Donbass et de la Crimée abritent à elles seules d'importants gisements de charbon, de gaz naturel et de minéraux essentiels.